Quand please. Margot Dubois, 29 ans, se présenta à la porte du château du millionnaire Pierre Rousseau avec une fillette de 4 ans dans les bras, elle ne savait pas que Please. cette demande désespérée changerait à jamais deux destins. Avec des vêtements déchirés, les cheveux ébouriffés et les yeux remplis de larmes, Margot prononça les mots qui glacèrent le sang de Pierre. « S'il vous plaît, monsieur, puis-je nettoyer votre maison en échange d'un plat de nourriture pour ma fille ?» Mais quand Pierre regarda attentivement le visage de l'enfant, son monde s'effondra. Ses yeux, ce sourire, cette forme de visage, elle lui était identique, impossiblement identique. Car cet enfant était le portrait parfait de sa fille Emma, morte 5 ans auparavant, dans un tragique accident. Ou peut-être qu'Emma n'était jamais vraiment morte. Le château Rousseau se dressait majestueusement dans les collines de Provence, entouré de jardins parfaitement entretenus qui reflétaient la lumière dorée du coucher de soleil provençal. Pierre Rousseau, 45 ans, l'un des entrepreneurs les plus riches de France, avec une fortune de 500 millions d'euros, était assis dans son bureau quand il entendit la sonnette résonner dans le château vide. C'était un soir de novembre. Le vent froid du Mistral apportait avec lui le parfum des lavandes et l'air pur des montagnes. Pierre n'attendait personne. Depuis 5 ans, il vivait pratiquement en isolement après que sa femme Françoise et sa fille, Emma, soient mortes dans un accident de voiture qui avait détruit sa vie. Les seules personnes qu'il voyait étaient la gouvernante qui venait 3 fois par semaine et ses avocats pour les affaires. Le second coup de sonnette l'agaça. Pierre se leva du fauteuil en cuir où il lisait des documents d'entreprise et se dirigea vers l'entrée principale. Par l'interphone vidéo, il vit une silhouette féminine dans l'ombre avec quelque chose dans les bras. Probablement encore une vendeuse à domicile ou quelqu'un demandant des dons. Mais quand il ouvrit la porte, ce qu'il vit lui coupa le souffle. Devant lui se tenait une jeune femme d'environ 29 ans, avec de longs cheveux châtains et ébouriffés par le vent et des yeux verts remplis de désespoir. Elle portait un jean déchiré, un sweatshirt rouge usé et des baskets abîmées. Dans ses bras, elle tenait une fillette de 4 ans aux cheveux blonds bouclés et au petit visage qui dormait contre son épaule. La femme tremblait, non seulement de froid, mais de peur et d'humiliation face à ce qu'elle allait demander. Quand elle leva les yeux vers Pierre, les larmes commencèrent à couler sur ses joues sales. D'une voix brisée, elle murmura les mots qui changeraient tout. Elle demandait à pouvoir nettoyer sa maison en échange d'un plat de nourriture pour sa fille. Elle n'avait pas mangé depuis 2 jours. Pierre sentit quelque chose bouger dans sa poitrine, une émotion qu'il avait enterrée depuis des années. Mais pendant qu'il observait la femme qui implorait de l'aide, l'enfant dans ses bras se réveilla lentement. La petite fille leva la tête de l'épaule de sa mère et regarda Pierre avec des yeux bleus ensommeillés. À ce moment, le temps s'arrêta. Pierre fixa le visage de l'enfant et sentit son sang se glacer dans ses veines. Ses yeux bleus étaient identiques aux siens. Cette forme de visage, ce petit grain de beauté sur la joue droite, même la façon dont elle inclinait la tête quand elle était confuse. C'était comme regarder dans le miroir du passé, comme revoir sa fille Emma quand elle avait 4 ans. La ressemblance était si incroyable, si précise, que Pierre dut s'appuyer au chambranle de la porte pour ne pas tomber. Son cœur battait si fort qu'il pensait que même la rue pourrait l'entendre. D'une voix tremblante, il demanda le nom de l'enfant. La réponse le glaça. Emma. L'enfant s'appelait Emma, exactement comme sa fille morte. Pierre sentit son monde s'effondrer. Ce n'était pas possible. Sa fille Emma était morte 5 ans auparavant. Il avait vu son corps à l'hôpital, avait organisé les funérailles, avait pleuré sur sa tombe pendant des mois. Et pourtant, cet enfant, sans un mot de plus, Pierre les fit entrer immédiatement. Pendant que Margot entrait dans le château. Avec Emma dans les bras, Pierre ne pouvait détacher ses yeux de l'enfant. Chacun de ses mouvements, chaque expression, chaque petit geste était identique à ce qu'il se rappelait de sa fille. C'était comme si le fantôme de son passé s'était matérialisé devant lui. Mais comment était-ce possible? Et qui était vraiment cette femme qui se présentait comme la mère d'Emma? Pierre accompagna Margot et Emma dans le grand salon du château où la cheminée allumée créait une atmosphère chaleureuse et accueillante. L'enfant regardait tout avec des yeux écarquillés, impressionné par les dimensions de la maison et les meubles élégants, tandis que Margot semblait encore incrédule d'avoir été invitée à entrer. Pendant qu'il préparait de la nourriture, dans la cuisine, Pierre continuait d'observer Emma en secret. L'enfant s'était assise à côté de sa mère et jouait avec une poupée de chiffon usée, probablement le seul jouet qu'elle possédait.
Chacun de ses mouvements confirmait l'incroyable ressemblance avec sa fille. Il revint dans le salon avec un plateau plein de nourriture. Margot le remercia avec des larmes aux yeux, tandis qu'Emma commençait à manger avec l'appétit de quelqu'un qui n'avait pas vu de nourriture depuis des jours. Pierre leur demanda de raconter leur histoire. Margot expliqua qu'elle était devenue veuve 2 ans auparavant, quand son mari Marc était mort dans un accident du travail. Depuis, elle avait lutté pour s'en sortir, faisant des petits boulots et essayant d'élever Emma seule. 3 mois auparavant, elle avait perdu son travail dans une usine et ne pouvait plus payer le loyer. Depuis, elle dormait dans la voiture ou dans des abris de fortune. Mais l'attention de Pierre était entièrement captée par Emma. L'enfant avait fini de manger et regardait maintenant les tableaux accrochés au mur. Quand elle vit une photo de famille avec Pierre, Françoise et son Emma originale, elle se leva et s'en approcha. De sa petite voix douce, elle dit que l'enfant sur la photo lui ressemblait. Margot regarda la photo et pâlit visiblement. Pierre expliqua que c'était sa fille Emma, morte 5 ans auparavant avec sa femme dans un accident de voiture. Un silence pesant tomba dans la pièce. Alors Emma fit quelque chose qui fit frissonner Pierre. Elle l'appela papa avec la même intonation, le même ton doux qu'utilisait sa fille. C'était impossible et pourtant... Margot prit rapidement Emma par la main, s'excusant et expliquant que l'enfant était confuse. Pierre se leva soudainement et se dirigea vers son bureau. Il devait vérifier quelque chose. Quelque chose qui pourrait expliquer l'impossible. Il ouvrit le coffre-fort et sortit un dossier qu'il n'avait pas touché depuis des années. Tous les documents liés à l'accident d'il y a 5 ans. Il relut tout attentivement, cherchant quelque chose qui lui avait échappé auparavant. Alors il trouva quelque chose d'étrange. Dans le rapport de l'hôpital, il y avait une note manuscrite en marge. Identification problématique à cause de l'état du corps, vérification ADN supplémentaire nécessaire. Cette note, il ne l'avait jamais vue auparavant. Il fouilla dans les papiers et trouva un autre document choquant. Une demande de test ADN signée de sa propre main, mais à côté se trouvait une feuille disant « Test annulé à la demande de la famille ». Mais il n'avait jamais annulé aucun test. Il revint dans le salon avec des mains tremblantes. Emma s'était endormie sur le canapé, recroquevillée comme un petit ange, tandis que Margot la couvrait tendrement avec une couverture. Pierre posa à Margot une question cruciale. Savait-elle quelque chose sur les origines d'Emma? Était-elle vraiment sa fille biologique? Margot répondit, offensée, que bien sûr c'était sa fille, qu'elle l'avait mise au monde à l'hôpital de Marseille en 2019. Pierre s'assit à côté d'elle et lui dit qu'il croyait qu'il y avait quelque chose qu'ils devaient tous les deux découvrir. Quelque chose que quelqu'un avait caché pendant 5 ans. Le lendemain matin, Pierre se réveilla tôt après une nuit blanche. Il avait fait dormir Margot et Emma dans la chambre d'amis, mais n'avait pas réussi à fermer l'œil. Il descendit à la cuisine et prépara le petit déjeuner, un geste qu'il n'avait pas fait depuis des années. Quand Emma arriva, elle courut immédiatement vers lui en souriant et le remercia de les avoir laissés dormir là. Pierre s'agenouilla à sa hauteur et lui demanda si elle se souvenait de quelque chose de quand elle était très petite avant de vivre avec sa maman. L'enfant réfléchit mais secoua la tête, ne se souvenant que de sa maman et de papa Marc. Pierre dit à Margot qu'elle devait aller à l'hôpital de Marseille. Il soupçonnait qu'il y avait eu une erreur ou quelque chose de pire 5 ans auparavant. Il expliqua sa théorie. Il croyait que l'enfant qu'il avait enterré n'était pas Emma, et que leur Emma était sa fille, celle qu'il croyait morte. Après 1 heure de route, elles arrivèrent à l'hôpital. Pierre avait appelé à l'avance et organisé une rencontre avec le docteur Moreau, le chef du service de pédiatrie, qui était aussi en service 5 ans auparavant. Le docteur Moreau les reçut dans son bureau avec un air inquiet. Quand Pierre lui demanda de regarder attentivement Emma, le médecin l'observa et devint pâle comme un linge, murmurant que ce n'était pas possible. Le médecin se leva et se dirigea vers des archives. Avec des mains tremblantes, il sortit un dossier médical et l'ouvrit sur le bureau. Ce qu'il révéla bouleversa tout le monde. La nuit de l'accident, il n'y avait pas eu seulement la femme et la fille de Pierre impliquées, il y avait eu aussi une autre voiture avec un couple et leur enfant. Le couple était mort sur le coup, mais l'enfant avait survécu. Les parents biologiques de Margot étaient morts dans cet accident, mais elle n'était pas avec eux cette nuit-là. Elle était restée chez ses grands-parents. Emma était dans l'autre voiture, celle de la femme de Pierre. Mais il y avait eu une erreur.
tragique lors de l'identification. Les conditions étaient si graves qu'ils avaient confondu les identités des enfants. L'enfant que Pierre avait enterré était la fille de l'autre famille. Emma, son Emma, avait survécu et avait été envoyée à l'orphelinat comme orpheline de l'autre famille. Peu après, Margot et son mari Marc avaient fait une demande d'adoption. Par une série de coïncidences bureaucratiques, Emma leur avait été confiée avec une nouvelle identité. Personne ne savait de la confusion initiale. Pierre regarda Emma qui l'observait avec ses yeux bleus innocents. Sa fille était vivante. Sa fille avait toujours été vivante et avait grandi à quelques kilomètres de lui sans qu'il le sache. Mais le docteur Moreau ajouta qu'il y avait autre chose qu'il devait savoir. L'erreur n'avait pas été complètement accidentelle. Le docteur Moreau ferma la porte de son bureau et revint au bureau avec l'air de quelqu'un qui va révéler un secret terrible. Il expliqua que peu après l'accident, il avait reçu la visite d'un homme élégant qui s'identifiait comme avocat de la compagnie d'assurance de Pierre. L'homme avait des documents convaincants et connaissait des détails privés de la famille. Il dit qu'il voulait épargner à Pierre le trauma de voir sa fille dans cet état. Le médecin, jeune et inexpérimenté, l'avait cru. L'homme avait aussi offert un don substantiel à l'hôpital. Peu après, le même homme était revenu avec d'autres documents, disant que l'enfant survivant de l'autre accident devait être confié rapidement à une famille et qu'il avait déjà trouvé un couple parfait. Margot et Marc Pierre réalisa soudain l'ampleur de la manipulation. Quelqu'un avait tout orchestré, fait en sorte qu'Emma finisse chez Margot et Marc, loin de lui. Quand le médecin décrivit l'homme, grand, la cinquantaine, avec des cheveux gris et une cicatrice sur la main gauche, Pierre le reconnut immédiatement. C'était Victor Dubois, son ancien associé en affaires, l'homme qu'il avait licencié et dénoncé pour détournement de fonds, juste avant l'accident. Les pièces du puzzle commençaient à s'assembler. Dubois avait toujours haï le succès de Pierre et avait juré vengeance quand il avait été démasqué. Le docteur Moreau révéla d'autres détails troublants. Après qu'Emma fut confiée à la famille de Margot, Dubois continuait à venir régulièrement à l'hôpital. Une fois, il l'avait entendu dire au téléphone que Pierre ne devait jamais savoir que l'enfant était vivante, que sa souffrance était le prix à payer. Pierre serra les poings. Dubois ne lui avait pas seulement volé des millions d'euros, mais aussi 5 années avec sa fille. 5 années d'amour, de croissance, de moments irremplaçables qui ne reviendraient jamais. Margot, qui avait écouté tout cela en silence, intervint, en disant que Pierre devait d'abord penser à Emma. L'enfant avait besoin de stabilité, pas de vengeance. Pierre regarda Emma, qui avait écouté sans vraiment comprendre ce qui se passait. L'enfant le regardait avec ses yeux bleus innocents et lui sourit, l'appelant spontanément « papa » encore une fois. Le cœur de Pierre se brisa et se reconstruisit en même temps. Sa fille l'avait encore appelé papa, et cette fois, il savait qu'elle était vraiment sa fille. Il lui dit doucement qu'elle n'avait rien fait de mal. Au contraire, elle avait fait quelque chose de merveilleux. Elle était revenue vers papa. Mais en serrant Emma dans ses bras, Pierre savait que la bataille ne faisait que commencer. Il devait affronter Dubois, mais d'abord il devait comprendre comment gérer la situation avec Margot, qui avait élevé Emma comme sa propre fille pendant 4 ans. Le voyage de retour vers le château fut chargé de tension et de silence. Emma dormait sur le siège arrière, ignorante du séisme émotionnel qui avait bouleversé la vie des adultes autour d'elle. Pierre conduisait avec le regard fixé sur la route, tandis que Margot fixait par la fenêtre avec des larmes qui glissaient silencieusement sur ses joues. Quand elles arrivèrent au château, Pierre porta Emma dans la chambre d'amis et la coucha, l'embrassant tendrement sur le front. Pour la première fois en 5 ans, il souhaitait bonne nuit à sa fille. L'émotion était si intense qu'il dut sortir de la chambre pour ne pas éclater en sanglots. Dans le salon, Margot était assise sur le canapé, ses mains tremblantes tenant une tasse de thé. Pierre s'assit en face d'elle, tous deux conscients de la conversation difficile qu'ils devaient affronter. Margot expliqua qu'Emma était sa vie, qu'elle l'avait élevée depuis qu'elle avait 6 mois, qu'elle était la seule famille qui lui restait après la mort de Marc. Pierre répondit qu'il comprenait sa douleur, mais qu'Emma était aussi sa fille. Il avait perdu 5 années avec elle, 5 années où il avait pleuré sa mort et visité une tombe vide. Margot répliqua qu'elle avait passé 4 années à aimer Emma, comme si elle était de son propre sang, à la soigner quand elle était malade, à la consoler quand elle avait peur, à lui apprendre à marcher et à parler. Pierre s'arrêta devant la fenêtre, regardant le jardin sombre. Il faisait face à un dilemme impossible. Comment résoudre la situation sans détruire Emma?
Tous deux aimèrent le même enfant. Tous deux avec des droits légitimes, mais apparemment incompatibles. Alors Pierre eut une idée. Il demanda à Margot s'il devait nécessairement choisir. Emma avait besoin des deux, de lui parce qu'il était son père biologique, mais aussi d'elle parce qu'elle était la seule mère qu'elle ait jamais connue. Il proposa qu'ils deviennent une famille, tous les trois ensemble. Ils ne parlaient pas de mariage, mais de vivre ensemble comme une famille, d'élever Emma ensemble. Margot n'avait ni maison ni travail, et dans le château, il y avait de la place pour tout le monde. Margot protesta d'abord, disant qu'elle ne pouvait accepter ça, charité, mais Pierre lui expliqua que ce n'était pas de la charité, c'était une nécessité. Emma avait besoin de stabilité, et la seule stabilité possible était de les avoir tous les deux dans sa vie. Margot réfléchit longuement, puis demanda ce qui arriverait à Dubois. Il ne pouvait laisser ce qu'il avait fait impuni. Pierre serait dit au nom de son ancien associé, mais Margot avait raison. S'il ne l'arrêtait pas, il pourrait essayer de les séparer à nouveau ou détruire d'autres familles. Ils décidèrent qu'ils affronteraient Dubois ensemble, avec Emma en sécurité, mais présente pour lui montrer ce qu'il avait causé avec ses jeux cruels. Le lendemain, Pierre découvrit que Dubois vivait dans un château en banlieue de Marseille, acheté avec l'argent volé. Ce soir-là, tandis qu'Emma dormait, Pierre et Margot se préparèrent pour la rencontre qui fermerait enfin le cercle de la vengeance de Dubois. Il était temps d'affronter le passé pour protéger l'avenir d'Emma et de leur nouvelle famille. Le château de Dubois était éclairé de lumière douce quand Pierre et Margot arrivèrent le soir suivant. Elles avaient laissé Emma avec la gouvernante de Pierre, après lui avoir expliqué doucement qu'elle devait régler une affaire importante pour leur avenir ensemble. Quand Dubois ouvrit la porte, son visage se transforma du sourire cordial à une expression de pure terreur en voyant Pierre. L'homme balbutia une surprise tandis que Pierre lui dit d'une voix glaciale qu'il devait lui parler de sa fille Emma Dubois. Dubois les fit entrer dans le salon de son château, meublé avec des meubles coûteux, probablement achetés avec l'argent volé à Pierre. Quand Pierre lui dit qu'Emma était vivante et qu'il l'avait retrouvée, le visage de Dubois révéla une panique totale. L'homme s'effondra dans un fauteuil, le visage dans les mains. Sous pression, Dubois avoua tout. Quand Pierre l'avait licencié et dénoncé, il avait tout perdu, femme, enfant, réputation. Il voulait que Pierre ressente la même douleur. Il avait orchestré l'échange d'identité, les faux documents, la remise à Margot et Marc. Margot lui cria qu'Emma n'était qu'un enfant innocent, demandant comment il avait pu l'utiliser pour sa vengeance. Dubois expliqua qu'il pensait qu'elle grandirait mieux loin de Pierre, qu'il ne voulait pas lui faire de mal, mais seulement faire souffrir Pierre. Pierre s'approcha de Dubois, la colère bouillonnant dans sa poitrine. Il lui dit qu'il avait volé 5 années de sa vie avec sa fille. 5 années où il avait pleuré sur une tombe vide pendant qu'elle grandissait en se croyant orpheline. Dubois admit regretter chaque jour que quand il avait vu à quel point Pierre était détruit, il avait compris qu'il était allé trop loin, mais il était déjà trop tard pour faire marche arrière. Pierre sortit son téléphone et montra à Dubois qu'il enregistrait la conversation. Il lui dit qu'il venait d'avouer tout, enlèvement, falsification de documents, corruption. Il passerait le reste de sa vie en prison. Mais avant d'appeler la police, Pierre voulut lui dire quelque chose. Sa vengeance avait échoué, car au lieu de détruire sa famille, il avait créé quelque chose d'encore plus beau. Emma avait eu une mère merveilleuse qu'il avait aimée comme sa propre fille, et maintenant ils étaient 3, une famille plus forte qu'ils n'auraient jamais été auparavant. Il expliqua que Margot et Emma vivraient avec lui, qu'Emma aurait le père biologique qu'elle méritait et la mère qui l'avait élevée avec amour. Dubois avait essayé de briser une famille, mais en avait créé une nouvelle. 3 mois plus tard, le château Rousseau était complètement transformé. Margot avait accepté d'y vivre comme famille élargie et graduellement, elle et Pierre avaient découvert qu'ils avaient beaucoup plus en commun qu'ils ne l'imaginaient. Ce n'était pas de l'amour romantique, du moins pas encore, mais c'était du respect, de l'affection et un dévouement partagé envers Emma. Emma avait accepté la situation avec la simplicité typique des enfants. Pierre était son papa biologique et Margot était sa maman du cœur, et pour elle c'était parfaitement normal. Dubois avait été arrêté et condamné à 10 ans de prison pour ses crimes. Avant d'être emmené, il avait écrit une lettre à Pierre demandant pardon et le remerciant de ne pas avoir cherché une vengeance physique. Un soir de printemps, tandis qu'Emma jouait dans le jardin, Pierre et Margot étaient assis sur la terrasse, regardant le coucher de soleil.
Il réfléchissait à comment cela aurait été si Emma ne s'était jamais présentée à sa porte ce soir-là. Pierre serait resté un homme amer qui haïssait le monde, et Margot serait encore sans abri avec un enfant à élever seul. Le destin avait des voies étranges. Parfois, les plus belles choses naissaient des situations les plus douloureuses. Margot commença à dire quelque chose sur leur avenir ensemble, puis rougit et s'arrêta. Pierre la regarda avec tendresse, lui disant qu'il ne savait pas ce que l'avenir leur réservait, mais qu'il la respectait énormément et qu'Emma l'adorait. Le reste, il le verrait avec le temps. Emma courut vers eux, les cheveux blonds brillants, au soleil, les appelant tous les deux pour venir jouer avec elle. Pierre et Margot se regardèrent en souriant. Cet enfant les appelait tous les deux avec des noms qui représentaient l'amour, pas la biologie. Ils se levèrent et coururent dans le jardin où Emma les attendait les bras ouverts. Une famille née de la douleur, grandie dans l'espoir et consolidée dans l'amour le plus pur. Celui pour un enfant qui avait réuni deux cœurs brisés et les avait aidés à guérir ensemble. L'histoire de Pierre, Margot et Emma prouve que, parfois les secondes chances arrivent déguisées en tragédie et que l'amour peut vraiment naître des circonstances les plus improbables. Si cette histoire vous a touché le cœur et vous a fait croire en la force de l'amour familial, mettez un like et partagez. Pierre, Margot et Emma prouvent que les familles ne se construisent pas seulement par le sang, mais par l'amour, le dévouement et la volonté de lutter ensemble. Et abonnez-vous pour d'autres histoires qui célèbrent le pouvoir des secondes chances et montrent que l'amour peut naître même des situations les plus difficiles. Activez la cloche. Rappelez-vous, parfois les personnes qu'on attend le moins deviennent les plus importantes de notre vie. Ne sous-estimez jamais le pouvoir du destin et l'importance d'ouvrir son cœur aux possibilités inattendues.